Je vous présente Mariam Clément, qui est metteur en scène d'opéra depuis, disons, 2004. Je crois que c'est ta première mise en scène avec Il Signore Bruschino à Lausanne. Et des décors signés Julia Hansen, qui est la décoratrice avec laquelle tu travailles le plus souvent. Bon, vous savez tous, je suppose, qu'une équipe de création d'opéra est composée au minimum d'un metteur en scène et d'un scénographe. Au minimum, en fait, de la même personne qui fait les deux. Voilà. Il y a même la version minimaliste. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est deux métiers différents, complémentaires, nécessaires pour une création d'opéra. Donc Mariam va vous parler aussi de scénographie, mais gardez à l'esprit qu'elle est metteur en scène, c'est-à-dire qu'elle est en quelque sorte la chef du projet ou la maître d'ouvrage du projet. Lorsqu'on a parlé ensemble de la thématique, bon, on a tous les deux fait des études de lettres. Et donc, on a un peu rigolé sur le fait qu'on parle d'extérieur, mais parce que dans les études de lettres, comme vous savez sans doute, on joue beaucoup avec les mots, les concepts, de manière un peu formelle, un peu artificielle parfois, un peu ridicule, et on s'amusait pas mal de ça pendant les études. Donc, on s'est dit, bon, un opéra, bien sûr, c'est le plus souvent à l'intérieur, c'est un intérieur. Le festival d'Aix, pourtant, qui est un des grands festivals d'opéra en France, présente des œuvres à l'extérieur. Mais bon, toi, toutes tes créations ont eu lieu dans des opéras à l'intérieur. Et on a commencé à regarder un peu dans les mises en scène de Mariam, quelles étaient celles qui mettaient en scène l'extérieur. Et en fait, ça arrive assez souvent au théâtre ou à l'opéra d'avoir sur scène la représentation d'un extérieur, donc dans un bâtiment, qui est un intérieur. Il y a aussi différentes apparitions de la notion d'extérieur à l'opéra. On s'est dit, l'opéra, on en a parlé un petit peu hier avec différents intervenants, il y a une extériorisation puisque les chanteurs, ils projettent leur voix, à l'opéra, ils passent par-dessus l'orchestre, donc là, ils vont de l'intérieur à l'extérieur aussi. Ils ont aussi un costume qui est aussi une forme d'extérieur, etc. Et on a trouvé dans le travail de Mariam, mais je vais lui laisser la parole, quelques mises en scène où vraiment l'enjeu de représentation de l'extérieur, ou en tout cas de mise en jeu de l'extérieur sur scène, était vraiment décisive, notamment dans la mise en scène de Barkouf, d'Offenbach, où là vraiment on a la question d'un hors-scène qui doit venir sur scène en fait. Bon, je te laisse la parole. Merci. Oui, alors effectivement, ça paraît un peu paradoxal de parler d'extérieur quand on parle d'opéra, parce que bon, voilà, j'ai mis une photo du Palais Garnier, le grand opéra de Paris, parce qu'effectivement, la scène, c'est avant tout un espace intérieur. Encore qu'il existe de l'opéra en plein air, comme le rappelait Vincent. Ça, c'est l'opéra, je n'ai pas pris Aix parce que c'est trop tarte à la crème, mais ça, c'est l'opéra de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. C'est un festival, donc vous voyez, tout est ouvert autour. Et on a le coucher de soleil en direct pendant la représentation, ce qui est pas mal. Je l'ai mis parce que je vais y travailler dans quelques années, donc ça m'excite beaucoup. Ou alors le festival de Bregenz, en Autriche, qui est sur un lac. Alors là, plus extérieur, c'est difficile. Le public est sur les gradins et la scène, et ça c'est pas moi, mais et la scène est sur le lac, donc ils construisent un décor sur le lac. Mais enfin, dans l'ensemble, il n'y a pas plus intérieur qu'une salle d'opéra. C'est encore plus que le théâtre. Je pense que ça évoque quelque chose de feutré, de doré, avec du velours rouge et tout ça. C'est un peu ce qu'on associe à l'opéra. Il y a des salles modernes aussi, mais c'est quand même c'est éminemment intérieur, quoi. Ça, c'est l'intérieur du même Palais Garnier. Mais comme disait Vincent, quand on commence à penser l'extérieur sur une scène, ça ouvre plein sans vouloir être trop étude littéraire, ça ouvre plein d'idées de jeux de poupées russes en fait, parce qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe quand le décor qu'on a à l'intérieur sur la scène est censé représenter un extérieur? C'est-à-dire qu'on a un extérieur, disons la ville, dans lequel il y a un intérieur, le théâtre, dans lequel il y a un extérieur, vous voyez, et puis on peut continuer d'ailleurs, dans lequel on pourrait mettre un théâtre avec, etc., enfin, des poupées russes. C'est assez tentant de continuer le coup de l'intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Je vous donne un exemple, qui est une des dernières mises en scène que j'ai faites, qui était en Autriche, le Don Quichotte de Massenet. Ça a commencé comme ça, il y avait un rideau, et puis le rideau s'ouvre,
Et il y a des sièges qui reproduisent les sièges de la salle avec un deuxième rideau. Et puis les personnages s'assoient dans les sièges. Donc ce qu'on voit, les gens qui sont assis là, c'est les chanteurs, c'est pas les spectateurs. Et puis il y a donc un deuxième rideau qui se lève et qui donne sur une place, donc un extérieur. Voilà, donc extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. C'est assez tentant, disons, de jouer avec ce genre de choses. Alors après, quand on parle d'extérieur, évidemment, l'extérieur, ça a pas de, on est toujours l'extérieur d'un intérieur. Enfin, l'extérieur marche pas sans intérieur. On est toujours l'extérieur de quelque chose, de quelqu'un. Et justement, il faut définir quand on est dans cet intérieur qu'est la scène d'opéra, qu'est-ce que c'est exactement l'extérieur. Donc, qu'est-ce que c'est l'intérieur. Enfin, si l'extérieur, c'est ce qui n'est pas l'intérieur, c'est quoi l'intérieur sur une scène d'opéra? Ça paraît débile comme question, mais qu'est-ce qui délimite cet espace fermé qui définirait l'intérieur d'opéra? Alors, est-ce que c'est la salle, c'est-à-dire le bloc spectateur plus scène, qui sont dans une espèce de communion, enfin de couper du monde extérieur? C'est pour ça que généralement dans un théâtre, on demande de couper les téléphones, etc., pour créer un intérieur qui serait coupé de l'extérieur, qui est physique, mais aussi mental, d'une certaine manière. On ne communique pas avec l'extérieur, etc. Ou alors, est-ce que l'intérieur, c'est la scène, ce qui se passe sur scène, et l'extérieur de cette scène, c'est le reste, c'est-à-dire le public. Le public a un extérieur qui regarde l'intérieur que serait la scène. Alors, on avait parlé de ce concept quand on parlait ensemble, mais je ne sais pas si vous êtes familier avec les termes de la scène et du théâtre. Vous savez peut-être ce qu'on appelle le quatrième mur. Alors, quand on a une scène comme ça, on dirait que nous, on serait la scène, voilà, Vincent et moi, et vous seriez la salle. Donc, on a un mur là, un mur derrière, un mur là, et puis devant... Et devant, il y a, si on dit qu'on est dans un espace fermé, réaliste, ici, que vous êtes en train de regarder, ici, il y a un quatrième mur, ce qu'on appelle le quatrième mur, qui fermerait cet espace dans lequel on est, qui est un mur invisible, évidemment. Mais c'est un mur qui est là et pas là. Par exemple, je vous montre... voilà, ça c'est là. Je vous montre un décor pour un opéra de Wagner qu'on a fait à Strasbourg il y a quelques années, qui représentait un café. Ouais. Vous voyez bien qu'il y a des murs partout, mais si on est dans une espèce de réalisme, le mur qui manque, c'est le mur dont il ne faudrait pas qu'il soit là, parce que sinon on ne verrait rien à l'intérieur du café, mais qui serait là, qu'on appelle donc le quatrième mur. Sauf que, évidemment, si on pense un réalisme d'un café qui serait fermé, on voit tout de suite que ça cloche, parce que tous les gens, en fait, ils sont face à ce mur. Dans un café, jamais les gens seraient face au mur, ils seraient dos au mur. Or, évidemment, on veut un rapport entre l'intérieur de la scène et l'extérieur, qui est la salle. Donc, évidemment, les gens ne peuvent pas tourner le dos à ce quatrième mur. Et donc, ce quatrième mur crée de toute façon une artificialité par rapport à ce rapport intérieur-extérieur qu'il est censé créer. Alors après, on peut décider au théâtre, enfin à l'opéra, au théâtre en général, de briser ou pas ce qu'on appelle briser le quatrième mur. On dit qu'on brise le quatrième mur quand, par exemple, on a un personnage qui est là, imaginez qu'il y a un personnage de ce café-là, qui tout d'un coup se met à parler à la salle. C'est comme s'il cassait ce mur invisible qui est entre la scène et la salle. Et donc là, le rapport intérieur-extérieur est cassé, il est complètement différent. Ou alors, on peut avoir, de manière encore plus radicale, on peut même fermer le rideau et avoir un personnage devant le rideau. Donc on a, d'une certaine manière, le quatrième mur qui est matérialisé par le rideau, et la scène, c'est ce qui se passe derrière. Et ce personnage, il est finalement extérieur à la scène, et il crée un rapport avec la salle. On peut aussi complètement fermer le quatrième mur. Je disais tout à l'heure, un peu comme une plaisanterie, que ce serait évidemment malvenu de fermer le quatrième mur et de mettre les personnages dans une situation totalement réaliste où ils seraient entre quatre murs et ils joueraient vraiment bien, mais ils joueraient entre eux, mais personne ne pourrait les voir. Mais en fait, ça arrive parce que beaucoup de metteurs en scène utilisent ça en utilisant la vidéo. C'est-à-dire qu'on a vraiment un espace fermé sur scène, avec un mur entre la scène et la salle, et on a des personnages qui sont filmés en direct, et c'est retransmis sur un écran qui est à côté, au-dessus, etc. Des metteurs en scène comme Castorf ou Katie Mitchell, des gens comme ça, utilisent beaucoup ce procédé-là. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de manières de brouiller les frontières intérieures-extérieures. Déjà, quand on essaie de définir ce que c'est qu'intérieur-extérieur dans une salle, c'est moins simple que ce qu'on pense. On peut aussi brouiller les frontières
intérieur, extérieur, scène-salle, en jouant dans la salle. Alors toujours dans cet opéra, dans lequel, qui est le Don Quichotte de Massenet, dans lequel décidément j'ai beaucoup joué avec ça, on avait planqué, pendant l'entrée du public, un comédien dans la salle. Donc le public entre, tout ça, et puis il y a un type qui commence à parler de plus en plus fort. Alors, au début, les gens sont un peu énervés, vous voyez, ils se retournent, ils lui disent de se taire, etc. Et puis ils argumentent, et puis au bout d'un moment, le type se lève, il commence à invectiver, et on comprend qu'en fait, voilà, en fait c'était un comédien. Voilà, on le voit là, je vous ai un peu des captures d'écran. Et puis tout d'un coup, il y avait un autre personnage, c'était Don Quichotte de Massenet. Un autre personnage que personne n'avait remarqué, qui était aussi assis dans la salle et qui se lève. Et c'est Don Quichotte. Ah non, ça c'est autre chose. Voilà, ils se rejoignent sur scène et l'opéra commence. Donc déjà, avant même que l'opéra ait commencé, parce que ça c'était avant le début de la musique, on a eu des extérieurs et des définitions complètement différentes de ce que c'est que l'intérieur et l'extérieur d'une scène ou d'une salle. On peut aussi brouiller les frontières. Regardez, je vous donne un autre exemple. Ça, c'est un exemple réellement de scénographie. Mais c'est pas très... Je sais pas si vous voyez bien. Non, c'est trop sombre. Ah non, c'est nul. C'est trop sombre. Ouais, non. Vous voyez pas? Non, c'est dommage, il y a trop de lumière. Bon, tant pis. En fait, ce que vous voyez derrière, là... Vous imaginez un peu ici? Non, on voit pas. Hein. On avait mis une grande toile peinte qui représentait la salle. Donc en fait, c'est comme si comme si le décor reflétait la salle des spectateurs qui étaient de l'autre côté. Et du coup, on était vraiment à nouveau dans cette idée d'un intérieur fermé qui englobait scène et salle. Voilà. Alors après, il y a beaucoup de contraintes pour préserver ce rapport scène et salle, qui joue aussi sur la notion d'extérieur, d'intérieur, c'est la question de la visibilité. Ça paraît stupide aussi à dire, mais quand on est dans la salle, on a envie de voir ce qui se passe sur scène. Et ça pose du coup la question de savoir où s'arrête cet intérieur qu'on crée sur la scène. Je vous montre, je remets mon chronomètre, sinon je vais me paumer. Voilà, ça c'est un plan d'un décor. Alors vous voyez, ici il y a la fosse d'orchestre, où joue l'orchestre. Ici il y a le décor. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure avec les sièges de théâtre qui sont là, et la petite scène, et les rideaux qui sont là. Et ici il y a la salle, d'accord, avec des spectateurs. Alors ça c'est un spectateur qui est très mal placé, parce qu'il est vraiment très sur le côté. Et quand on fait un plan de décor, on note ce qu'on appelle les lignes de visibilité, voilà, les lignes de vue, pour voir où est-ce que, si on a un mur par exemple ici, où est-ce que ça va taper, où est-ce que le regard du spectateur va être arrêté. Et ça c'est très important quand on fait un décor, parce que du coup, l'intérieur de ce qu'est ce décor n'est pas tout à fait le même pour ce spectateur que pour ce spectateur, parce que ce spectateur, tout ça il ne le verra pas. Donc en fait, il y a une... Et du coup, il sera, lui, et ça m'est arrivé, ça vous est peut-être arrivé aussi, extérieur au spectacle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus frustrant que de voir une partie de la scène. Ça m'est aussi arrivé comme dans un spectacle où les gens sont beaucoup plaints qu'il y avait une partie du décor qui n'était pas visible, d'avoir une visibilité bloquée d'un décor. On se sent, voilà, on se tortille, et du coup on n'est pas dedans, c'est-à-dire on est réellement extérieur au spectacle. Il y a une autre contrainte dont on avait parlé ensemble, qui est la contrainte acoustique, c'est-à-dire qu'il faut que cet intérieur qui est sur scène reflète la voix, parce que comme disait Vincent, il faut que les chanteurs, ils ne sont pas amplifiés, contrairement à moi aujourd'hui, et il faut qu'ils passent un orchestre. La fosse d'orchestre est donc entre la salle et la scène. Donc il faut que les chanteurs qui sont là chantent suffisamment fort pour couvrir un orchestre de parfois 80 musiciens qui jouent à plein pot. Donc là encore, si le décor est complètement ouvert, ou alors si le décor est constitué uniquement de gros rideaux en velours rouge bien absorbant, enfin rouge ou pas d'ailleurs, bien absorbant, et ben leur voix va être complètement tuée, étouffée, et les gens qui sont dans la salle les entendront pas. Et là encore, ça casse cette espèce de communauté scène-salle, et ça crée une espèce une extériorité au spectacle.
Et c'est la même chose quand on crée un décor, c'est-à-dire où est-ce qu'on s'arrête. Même si on crée un décor fermé, même le café que je vous ai montré tout à l'heure, il y a des fenêtres, il y a une porte qu'on ouvre. Et qu'est-ce qui se passe quand on ouvre cette porte? Qu'est-ce qu'on voit dehors? C'est-à-dire que quand on conçoit un décor, il faut toujours, il y a un moment, même quand on se dit qu'on conçoit un intérieur, il y a toujours un moment où il y a quelque chose qui est extérieur au décor, qui vient frapper l'œil du spectateur. Alors on évite par exemple de montrer que les projecteurs soient visibles, ils sont accrochés suffisamment haut pour pas être visibles et ça, mais il y a quand même toujours au bout d'un moment où le type qui est assis complètement en bas à droite, là, il va un peu voir dans la coulisse. Alors voilà, là c'est un endroit où l'extérieur devient flou, c'est-à-dire quand on voit un rideau noir ou un machiniste qui se promène sur scène parce qu'il est un peu visible, qu'est-ce qui est intérieur, qu'est-ce qui est extérieur? C'est-à-dire il y a toujours un extérieur de ce monde fictif qu'on crée sur la scène qu'il faut délimiter. Voilà, il y a un moment où l'illusion s'arrête en fait. Alors il y a un élément qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire aussi bien comme je disais, des projecteurs qu'on n'est pas censé voir que même de la salle, qui pourtant fait partie du décor, c'est la lumière. Alors, on peut faire un chapitre entier sur la lumière, le théâtre, l'extérieur, l'intérieur. Là, il y aurait carrément des thèses à écrire là-dessus. Mais je vous montre une photo qui résume beaucoup de problématiques. Alors, cette image, elle montre un peu la complexité de la question de la lumière. Il est trop court, ce film. Non, en fait, il est bloqué par ma chaise. Voilà, c'est ça. Vous avez un décor, vous avez des lampes, donc qui sont à l'intérieur du décor et qui créent une illusion d'intérieur. C'est-à-dire on a vraiment l'impression d'être dans un salon puisqu'il y a des lampes allumées, une espèce de naturalisme de l'intérieur. Mais en fait, les chanteurs, ils ne sont pas éclairés par ces lampes. Ils sont éclairés par des projecteurs qui sont en salle, qui viennent taper dans le décor et qui créent donc l'illusion d'un intérieur, mais qui en fait viennent de l'extérieur. Vous voyez, là encore, tout ce rapport, la définition de ce que c'est qu'un intérieur est toujours parasité par l'extérieur à l'opéra. Vous avez aussi, comme vous voyez, des fenêtres. Alors, les fenêtres, pour le coup, elles créent l'impression d'un extérieur à l'opéra. Sauf que dans cet extérieur, si vous vous mettez là dans le décor, vous voyez, pareil, vous voyez des coulisses, vous voyez des trucs qui traînent, vous voyez des machinistes qui sont en train de se mettre les doigts dans le nez, etc. Enfin, donc il y a un extérieur qui est qu'on crée par illusion et qu'on crée avec des moyens comme justement un projecteur qui rentre, qui tape dans cette fenêtre, etc. Et qui fait tout un jeu d'illusion intérieure-extérieure. Voilà. Et puis, vous avez même, on le voit par exemple très bien ici, ou ici, vous avez même l'illusion, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, vous voyez comme si on avait une fenêtre qui était là. Cette fenêtre, elle est complètement créée. C'est pas un truc qui passe à travers une fenêtre, qui tape. Elle est créée par un projecteur qui vient de la salle. Donc on a même l'illusion d'une fenêtre qui serait dans le fameux 4e mur, par laquelle viendrait une lumière fictive, vous voyez, qui viendrait d'extérieur, d'un mur qui serait là en fait, qui bloquerait. Donc là, vous voyez que le 4e mur, il est matérialisé par une fenêtre qui n'est pas là, et à travers laquelle on a une lumière qui vient taper et faire une fenêtre sur le mur. Alors évidemment, la lumière nous pose tout de suite la question de la nature. Alors là, de la nature sur scène, parce que la lumière, on parle toujours de lumière. Est-ce qu'on fait, quand on fait lumière, on dit est-ce qu'on fait une lumière plutôt soleil, plutôt nuit, plutôt truc. Donc on pose tout de suite la question de savoir comment on représente la nature sur scène. Alors là, je veux parler de l'extérieur, au sens extérieur par rapport à l'intérieur d'une maison. L'extérieur, la nature, les arbres. Alors comment est-ce qu'on représente la nature sur scène ? Tout dépend de ce qu'on veut lui faire dire à cette nature. Alors, on peut soit opter pour un certain naturalisme, qui est, ça c'est une mise en scène de la flûte enchantée qu'on a faite il y a quelques années, où vous voyez, bon alors c'est pas des vraies herbes, mais il y a quand même un parti pris de montrer de la végétation sur scène. Dès qu'on va vers des vraies herbes et tout ça, il y a le problème d'allergie avec les chanteurs. Les chanteurs, il faut qu'ils puissent chanter, alors s'ils se mettent à éternuer, tout ça, c'est une catastrophe. Mais enfin, voilà. Et ce qui nous intéressait là, dans cette mise en scène-là, c'était l'idée c'était une mise en scène assez axée sur des problématiques écologiques, et l'idée de domestication de la nature, comme on le voyait au 2e acte, où on avait la même nature qui était comme enfermée dans des boîtes. Donc, dans ce cas-là, on avait opté pour une représentation de la nature, donc de la nature extérieure,
sur une scène d'opéra assez réaliste. Mais la problématique de l'extérieur peut être très différente. Par exemple, dans les Noces de Figaro de Mozart, qui est en 4 actes, les 3 premiers actes se passent à l'intérieur du château, et le 4e acte se passe dans le jardin du château. Et en termes de scénographie, ça pose des problèmes très concrets. Je trouve, moi, ce qui me gêne très souvent dans les mises en scène des Noces de Figaro, c'est que vous avez 3 premiers actes qui sont très cohérents visuellement, et tout d'un coup, le 4e acte qui se passe dans le jardin, on a l'impression qu'on est dans un autre opéra, enfin, mise en scène par quelqu'un d'autre, parce que l'esthétique du jardin, la manière dont on rend le jardin, colle pas du tout avec l'esthétique qu'on a utilisée pour les 3 premiers actes qui se passent à l'intérieur. Donc ce qu'on voulait, dans ce cas-là, pour montrer cet extérieur, c'était la problématique était une problématique d'unité esthétique. Alors, je vous montre ce qu'on avait fait. Pardon, ouais, bon là je vais accélérer. Parce que je vous montre ce qu'on avait fait pour l'intérieur, qui était, vous avez peut-être vu le film de Lars von Trier qui s'appelle Dogville, qui était en fait un plan au sol des murs du château. Donc voilà, c'était un intérieur qui était très quand même menacé par l'extérieur. Les Noces de Figaro, c'est un opéra qui préfigure, enfin, comme la pièce de Beaumarchais, Le mariage du Figaro, la Révolution française. Donc on voulait montrer que ces gens étaient dans leur château, mais qu'en fait, l'extérieur était quand même très présent, que les murs du château étaient là, mais que c'était un peu menacé par ce qui se passait à l'extérieur. Donc il y avait des pièces comme ça qui étaient définies à chaque fois par un objet, un accessoire, et le plan au sol du château. Et comme vous voyez, là il y avait une petite cabane qui était donc censée être le jardin, avec des feuilles mortes. Et entre le 3e et le 4e acte, les chanteurs balançaient les feuilles comme ça sur le plateau, et tout le plan au sol du château était recouvert de feuilles. Et du coup, en passant du 3e au 4e acte, on passait au jardin. Voilà. Et en fait, le jardin, c'était ça. Donc il y avait une vraie continuité visuelle entre le 3e et le 4e acte, mais qui donnait du sens aussi. C'est-à-dire que ce jardin, on voyait bien que c'était une manière d'abolir. C'est pour ça que les Noces de Figaro au 4e acte se passent dans le jardin, c'est parce que là, tout d'un coup, tous les rôles sociaux, etc., n'ont plus de raison d'être. On abolit les frontières entre les gens, et on ne voit plus les lignes au sol, et c'est l'extérieur qui vient envahir l'intérieur, d'une certaine manière. Après, la problématique peut être tout simplement, très concrètement, une problématique d'alternance. Il y a des œuvres qui jouent à l'intérieur, à l'extérieur. Les œuvres baroques du XVIIe siècle alternent énormément les lieux. Et ça peut être très compliqué en termes de changement de décor. Vous avez une scène qui se passe, alors je pense au Retour d'Ulysse dans sa patrie de Monteverdi, qu'on a mis en scène au Théâtre des Champs-Élysées il y a 2-3 ans. Vous avez une scène qui se passe dans un palais, ensuite la scène d'après se passe chez les dieux, ensuite la scène d'après se passe sur la mer, ensuite la scène d'après se passe dans la nature. Enfin, et alors, si vous voulez construire un décor à chaque fois pour ça, vous allez juste avoir un changement de décor de 10 minutes entre chaque scène, et c'est pas possible. C'est-à-dire, les spectateurs, ils vont quitter la salle, quoi. Et là, la problématique était une problématique d'alternance intérieure-extérieure et de fluidité du spectacle. Alors, on avait un décor de base qui était clairement, je pense, défini. Enfin, on peut appeler ça un intérieur. Voilà, il y a un lit, il y a des murs, qui était le décor de base, qui était l'intérieur du palais. Mais, vous voyez, on pouvait ouvrir ici une espèce de fenêtre qui montrait un autre endroit, donc un extérieur, qui était l'endroit où étaient les dieux. Mais on pouvait aussi transformer cette fenêtre en la scène où il y avait la mer. Mais on pouvait aussi mettre un grand rideau là qui était un rideau argenté, je ne sais pas si ça se voit sur l'image, qui donnait quelque chose d'un peu surnaturel, qui était pour l'apparition de la déesse Minerve. Ou on pouvait avoir une toile peinte, une bonne vieille toile peinte, mais avec des éléments en 3 dimensions, qui tout d'un coup donnaient l'impression qu'on était dehors, en faisant un peu disparaître par la lumière toute la partie qui est devant. Donc le focus était plus derrière, et tout d'un coup on était dans la nature. Donc voilà, des manières de passer intérieur, extérieur, sans faire des changements de décor qui seraient très lourds, hein, et très longs surtout. Je voulais aussi vous montrer un autre cas d'un
d'un extérieur qui est dans un opéra qui s'appelle La fiancée vendue de Smetana, qui se passe, alors c'est un opéra très folklorique, tchèque, un grand truc du folklore tchèque, qui se passe beaucoup sur une place de village. Et le folklore est très lié à cette œuvre. Alors il y a des costumes, c'est très décoratif, c'est très kitsch, et ça peut être extrêmement gnangnan. Et on avait décidé, pour régler ça, de dire que tout se passait, encore une fois, pas dans un café, mais dans une espèce de bar, avec des spectacles folkloriques comme animation pour les gens. Alors, vous voyez, on a des gens qui sont assis là. Et en fait, le bar s'appelle genre le village. Et donc, c'est censé être un extérieur, mais cet extérieur, on l'a abstrait et on l'a complètement remis dans un intérieur. Avec, comme s'ils avaient fait un peu une déco un peu villageoise pour ce bar, avec des bottes de foin, enfin, on les voit un petit peu là, des tables à carreaux, etc. Donc voilà, une manière de mettre un extérieur dans un intérieur. Et puis, voilà encore une autre manière de faire de la nature. Pour le coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec la nature sur scène? La nature, ça peut être aussi une nature rêvée, une nature magique, mais j'y reviendrai plus tard. Ça, c'est une mise en scène de Fairy Queen de Purcell. Vous voyez, c'est un cadre aussi très intérieur, c'est une espèce de fête. Et tout d'un coup, le mur du fond s'ouvrait pour révéler une forêt dans laquelle étaient plongés les gens. Mais vous voyez, je vais vous montrer un gros plan parce que comme ça on voit, elle est faite de manière complètement différente, justement pas de manière naturaliste, mais par différentes strates, un peu en transparence, avec des photos imprimées comme ça. Ce qui donne quelque chose de moins naturaliste, mais de plus onirique. Donc un extérieur qui est à la fois, je trouve, concret et abstrait en même temps. Voilà. Après, l'extérieur, ça peut être aussi pas l'extérieur au sens de la nature, mais réellement l'extérieur au sens l'extérieur qui s'oppose à l'intérieur, ça peut être un vrai enjeu scénique. Alors, je pense par exemple au Barbier de Séville de Rossini, d'après la pièce de Beaumarchais encore, où tout l'enjeu de la pièce, c'est d'arriver à rentrer dans la maison de Bartolo. Ça commence avec le comte Almaviva qui est amoureux de Rosine, qu'il a vu par la fenêtre de chez Bartolo, mais elle n'a pas le droit de sortir, elle est enfermée à l'intérieur par son tuteur. Et tout l'opéra va consister à s'introduire dans la maison pour la séduire et pour l'enlever. Et là, le jeu intérieur-extérieur est essentiel, c'est-à-dire il s'agit de faire bien sentir qu'il y a un extérieur et qu'une espèce de forteresse à conquérir. Alors là, je vous ai mis simplement un déroulement c'est pas très bon. Alors, c'est pas parce qu'on est illettré, façade en allemand, ça s'écrit vraiment comme ça. Un déroulé du spectacle. On avait une espèce de cube, tout simplement, qui était l'extérieur. Les personnages, la fenêtre s'ouvrait, donc on voyait Rosine. Et puis ce cube, comme vous voyez là, pouvait tourner. Et en fait, à mesure qu'il tournait, vous voyez, voilà, il arrivait là. Les murs ici, chaque s'ouvraient, révélant l'intérieur, vous voyez, de la maison. Et puis, ça tournait encore, et on était tout d'un coup dans la chambre de Rosine. Ça tournait encore, et la chambre de Rosine était au premier étage ici. Vous voyez ici, comme si on avait... Vous voyez ça? C'est comme si on avait ouvert le mur. Vous voyez, la fenêtre est inversée. Enfin, donc, comme si on avait ouvert l'intérieur, comme ça, pour le montrer. Et puis, voilà, plus ça allait, plus l'intérieur se délitait et on entrait de l'extérieur vers l'intérieur. Là, la maison est ouverte et on voit l'intérieur de la maison. Voilà, c'est un cas où la tension intérieure-extérieure est vraiment le ressort dramatique de l'action. Alors, comme le disait Vincent tout à l'heure, une autre problématique qui est vraiment essentielle en termes d'intérieur-extérieur à l'opéra, c'est ce qu'on appelle le hors-scène. C'est-à-dire que parfois généralement l'action est sur scène, d'où l'intérêt de voir ce qui est sur scène, mais parfois l'action est en dehors de la scène. Alors dans la tragédie classique, par exemple, il y a des choses qu'on ne montre pas sur scène, tout ce qui est mort, suicide, tout ça est considéré comme obscène, donc on ne le montre pas, donc c'est raconté par des personnages. Mais parfois, il y a des choses qui se passent en direct, alors que les personnages sont sur scène, et qui sont en train d'être racontées. Donc une action vue par les personnages, à l'extérieur de cet intérieur qui est créé par la scène. C'est-à-dire que je suis sur scène, vous me regardez, je suis un chanteur du spectacle, je fais «
oh mais mon Dieu, je vois, et vous voyez pas. C'est-à-dire moi je le vois, c'est à l'extérieur, à mon extérieur à moi, mais c'est doublement extérieur à vous parce que vous le voyez pas, et moi je vous montre que je suis en train de le voir. Alors effectivement, comment on fait ça? Alors, on peut effectivement pointer vers la coulisse que vous voyez pas. Une autre manière évidente, c'est de pointer vers là. Alors en jouant à fond le quatrième mur, qui en l'occurrence n'est pas un mur, mais qui fait comme si vous n'existiez pas, comme si le public n'existait pas, et que là, il y avait encore, je voyais, oh, mais il y a quelqu'un qui s'approche là, attention, attention, et vous ne voyez pas, qui est au-delà de vous, à la place de vous. Mais à vrai dire, quand il y en a beaucoup dans une œuvre, c'est un peu pénible, parce que c'est un peu primitif comme moyen de faire « Oh !» Enfin, c'est pour ça que je le joue mal, là, exprès. « Oh, mon Dieu, je vois s'approcher un... » Et vous dites bon, « bah, ça va, j'ai compris, je sais très bien que là, il y a les coulisses, quoi. C'est pas... Bon. Je sais qu'il n'y a rien. » Et dans l'opéra dont parlait Vincent, qui s'appelle Barkouf, qui est un opéra d'Offenbach qu'on a monté l'année dernière à Strasbourg et que je suis en train de remonter en ce moment, là d'ailleurs, je devrais y être, à Cologne en Allemagne, il y a énormément de hors-champ, enfin de hors-scène. Alors en gros, dans Barkouf, il s'agit ça se passe dans une espèce de dictature, et il y a un chien qui est nommé gouverneur d'une ville pour punir les habitants de la ville qui n'arrêtent pas de se révolter. Donc il y a une révolte au début de l'opéra. Et le chef dit, bah voilà, comme gouverneur, j'en ai marre de nommer des gens contre qui vous vous révoltez, vous n'avez pas mérité mieux, je nomme mon chien gouverneur de cette ville. Bon voilà, et après, c'est toute une sorte de péripétie. Le chien devient en fait un gouverneur très populaire, parce que les gens adorent avoir un chien comme gouverneur, parce que comme ça, ils font ce qu'ils veulent en fait. Et alors, au premier acte, par exemple, les personnages disent « Oh, mon Dieu, mais il y a une révolte !» Alors, c'est un opéra de 1860, donc effectivement, je pense qu'à l'époque, c'est ce qu'ils faisaient. Ils faisaient soit vers la salle, soit vers la coulisse. Ils disaient « Oh là là, il y a une révolte, on est en train de détruire le palais du gouverneur, etc. » Alors, ce qu'on a fait, nous, je jouais dans une espèce de dictature d'opérette, et vous voyez, on avait sur les côtés du décor des moniteurs, en fait, des télés. Et du coup, effectivement, quand ils regardent ce qui se passe en hors-scène, alors le public ne voit pas ce qu'il y a sur cet écran, parce que l'écran est tourné de manière à ce que le public ne voit pas ce qui est sur l'écran, mais les personnages ici regardent, là on ne le voit pas l'écran parce qu'il serait ici en fait, mais regardent l'écran, regardent un écran que les spectateurs ne voient pas, voilà, change de chaîne, etc. Donc ça c'est une manière de faire exister un extérieur qui est pas sur le plateau. Après, il y a la question de ce chien. Et alors évidemment, en 1860, ils ne mettaient pas de chien sur scène. C'est d'ailleurs toujours très pénible d'avoir des animaux sur scène. C'est déconseillé même aujourd'hui parce qu'ils font... Enfin, ça a beaucoup de succès avec le public toujours, mais c'est très pénible à gérer sur scène. Alors à l'époque, évidemment, ils allaient en coulisses. Alors ils disaient « je vais voir le chien ». Alors ils sortaient de la scène et puis ils revenaient en disant « le chien m'a mordu », tout ça. Et sachant que ce chien est vraiment le ressort dramatique essentiel et central de l'œuvre, on trouvait ça, avec Julia Hansan, ma scénographe, pas très sexy de faire sortir les personnages de la scène et revenir en disant « oh, j'ai vu le chien ». C'est-à-dire qu'on a besoin de sentir sa présence à ce chien et le rendre extérieur à la scène, alors qu'en fait, il est central au drame, c'est-à-dire que c'est ce qui est à l'intérieur de ce drame, c'est ce chien. Ça nous paraissait pas très satisfaisant, c'était trop procédé artificiel, on n'avait pas l'impression qu'il existait vraiment. Et tout l'intérêt, c'est qu'on ne voit jamais ce chien en même temps. Tadam! Alors, comment on a fait? Eh ben, on a mis une niche, voilà. Une niche dont on voit jamais l'intérieur, bien sûr. Mais on a donc ramené à l'intérieur cet extérieur au sens invisible, quoi, au sens de ce qui serait normalement en coulisses. Là. Et alors, au lieu de sortir en coulisses, les personnages rentraient à quatre pattes, quoi, dans la niche. Et ça donne, et la niche pouvait bouger aussi. Enfin, il y avait un effet son, on entend les aboiements et tout. Donc effectivement, ça rend très curieux par rapport à ce que serait cet extérieur-intérieur. Et évidemment, il y avait même des effets sur les gens qui rentraient dans la niche, qui ressortait, le type arrivait avec un costume normal, et il ressortait avec un costume complètement déchiré. C'était pas évident pour lui de se changer à quatre pattes dans la niche, mais il y arrivait. Donc il mettait une veste déchirée, et il ressortait dans cet état-là. Donc on sentait la présence de quelque chose qu'on ne voyait jamais, qui était une manière d'avoir une espèce de ramener effectivement ce qui sinon aurait été à l'extérieur, et moins attrayant
théâtralement. Et puis, toujours dans le même opéra, dans la même veine, au troisième acte, le chien a pris une importance démesurée, parce que voilà, il est très populaire, c'est devenu le gouverneur préféré de tout le monde, etc. Donc, je vous rappelle la niche, hein, vous avez vu. Voilà. Et après, il y avait l'entracte. Et donc, au troisième acte, le public revenait dans la salle et la niche avait, c'était devenu beaucoup plus grande. Ce qui est une manière de montrer que le chien avait pris une importance. Et du coup, le public s'imaginait un chien, une espèce de chien très imposant. Le gouverneur, on parlait tout le temps du grand Barcouf, etc. Et puis évidemment, c'était un peu irrésistible comme blague. C'est un peu une blague un peu cheap, mais parfois les blagues les plus cheap sont les meilleures. Il y avait quand même un moment où on le faisait sortir, et c'était un tout petit caniche, donc évidemment l'effet de surprise était assez drôle. Voilà. Mais ce que je disais sur l'imagination du spectateur, ça nous amène quand même à ce qui est sans doute le point le plus intéressant, qui est qu'en fait, autour duquel on a beaucoup tourné finalement, avec cette question d'intérieur-extérieur, c'est que ce qui est important à comprendre, c'est que le décor, mais je pense que pour vous, c'est peut-être une évidence, étant donné votre formation, mais que le décor, et c'est vrai de ce que vous faites aussi, c'est pas de la décoration. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent un décor, ça doit être joli, ou au mieux, ça doit être fonctionnel. S'il y a une porte, il faut qu'il y ait une porte. S'il y a des fenêtres, il faut qu'il y ait des fenêtres. C'est ni une décoration, ni un arrangement pratique, mais c'est quelque chose qui est signifiant. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a du sens. Un décor, ça doit... faire un décor, c'est pas décorer son salon. C'est pas du même ordre, c'est pas de la même nature. C'est créer un espace qui a du sens. C'est-à-dire, c'est créer du sens. Et quand on l'envisage comme ça, la question de l'extérieur prend aussi un autre sens. C'est-à-dire que... on a vu comment jusqu'ici, on pouvait faire entrer l'extérieur au sens de la nature, ou même le hors-scène, à l'intérieur d'un lieu, à l'intérieur de la scène. Mais la scène permet aussi, et Vincent y a fait un peu allusion tout à l'heure, d'une certaine manière, la scène permet aussi de matérialiser ce qui normalement est intérieur, c'est-à-dire de faire sortir à l'extérieur ce qui normalement reste à l'intérieur, qui est l'intérieur des personnages, ce qui est les émotions des personnages, leur personnalité, leur passé. Je vous donne un exemple qui est un opéra de Rameau qui s'appelle Castor et Pollux, pour lequel le décor était, alors clairement un intérieur pour le coup, une maison... une grande maison avec un grand escalier. Et il y a une scène au cours de laquelle le personnage principal, Castor, meurt. Il est tué dans un combat. Et ensuite, on est donc au XVIIIe siècle, en France, un opéra de Rameau. Il y a une scène où il est mort. Il est aux Champs-Élysées, aux Enfers, au royaume des morts. Et il est malheureux. Il est malheureux parce qu'il est encore amoureux d'une femme qui est vivante. Et au lieu de changer de décor et de tout déconstruire l'escalier, de mettre un décor et tout ça, la manière dont on a fait figurer les enfers, c'est ça. C'est que vous voyez, il y a le même décor, je ne sais pas si vous voyez. Il y avait simplement une pièce, quand le rideau s'ouvrait, il y avait toujours le même décor, mais il était lui, ici, dans cette espèce de pièce abstraite qui flottait dans le décor. Et sur les murs de laquelle il y avait de la vidéo avec des souvenirs d'enfance. Donc voilà, ça c'est un extérieur au sens où les enfers, où le royaume des morts, c'est pas chez nous, c'est ailleurs, c'est un ailleurs. Mais c'est un extérieur qui est avant tout un intérieur mental, en fait. C'est comme si on était dans sa conscience. Et puis il y avait une scène où, alors ça c'était une invention de la mise en scène, c'est pas dit comme ça dans l'opéra, mais où en fait il voyait son propre enterrement. Il y avait un double, un figurant, qui était lavé, il y avait tout un rituel pendant que lui chantait en haut, et il était en haut pendant qu'en fait il était en train d'être enterré. Donc là on a quelque chose qui est, où l'extérieur prend un sens bien sûr beaucoup plus abstrait, on n'est plus au sens extérieur-intérieur. Un autre exemple que je vais vous donner, c'est le dernier opéra que j'ai mis en scène, qui est le Don Quichotte de Massenet encore. Don Quichotte, je pense que ça vous évoque au moins une chose, c'est les moulins. Don Quichotte qui se bat contre les moulins à vent parce qu'il croit que ce sont des géants. Chez nous, il était... Normalement, il est justement, pour le coup, en extérieur. Alors chez nous, il était dans une salle de bain, en fait, en train de se raser. Cette scène des moulins, pour nous, était l'occasion de montrer un pétage de plomb total, c'est-à-dire un homme normal, comme ça, en train de se raser devant son miroir, et qui, tout d'un coup, une grande crise de...
paranoïa, et qui voit ce ventilateur, là, comme ça, qui est au mur, par lequel commence déjà à venir une espèce de lumière. Donc on a vraiment, pour le coup, quelque chose d'extérieur qui rentre dans cette... Il n'y a pas plus intérieur qu'une salle de bain, quoi. C'est quand même très intime, il est en peignoir, il est quasiment nu. Et tout d'un coup, au moment où la musique devenait très dramatique, les murs s'ouvraient, et il y avait derrière le même ventilateur en gigantesque en train de tourner. Voilà. Et c'est comme si on était tout d'un coup dans sa tête et dans sa folie. Donc on a une espèce d'intrusion de l'extérieur, mais qui là encore est un extérieur abstrait. Voilà. Il se battait effectivement, il détruisait complètement, comme vous voyez, la salle de bain. Il se mettait à se battre contre ces moulins, ces géants, enfin ce qu'il imagine être des géants, qui sont qui étaient en fait ce petit ventilateur que nous on aurait vu comme un ventilateur. Donc là, pour le coup, cette irruption de l'extérieur est une manière de montrer l'intériorité extrême de sa conscience à lui. Une autre œuvre dont on avait parlé ensemble, c'est Werther de Massenet, encore une œuvre d'après Goethe, d'après le roman de Goethe, où la nature est essentielle. C'est une œuvre très romantique, enfin le Werther de Goethe, où ce personnage principal, Werther, est un jeune homme qui est pris de nature, justement. Alors il entre, sa première intervention, il est en plein milieu de la nature et il chante la nature, la beauté de la nature où il se sent bien, mais parmi les hommes et les humains, il est malheureux, il est toujours mal à l'aise. Il est d'ailleurs tellement mal à l'aise qu'il finit par se suicider à la fin de l'opéra. C'est très gai comme opéra. Et donc là, on a vraiment l'idée de nature comme paysage intérieur, comme dans ce qu'on peut connaître dans la peinture romantique, etc. Et je vous montre le décor de base qu'on avait pour cet opéra. Alors, je vous laisse répondre, c'est un intérieur ou un extérieur? Difficile à dire, voilà. Il y a des murs, quelque chose d'architectonique, donc qui semble raconter un intérieur avec des fenêtres, mais à l'intérieur de cet intérieur, on a un extérieur. On a une nature qui est envahissante. Alors, et tout jouait là. Il y avait une scène avec un père et ses enfants, tout ça, ça jouait là, donc c'était une espèce d'abstraction. Même une scène réellement d'intérieur, on avait une petite pièce comme ça, qui était posée à l'intérieur de cette nature. Et comme vous voyez, voilà, c'est comme si on avait... c'est comme si la nature, dont il se sentait tellement proche, était enfermée. Moi, quand je vois ça, j'ai l'impression d'un extérieur qui explose, qui est enfermé par la civilisation, par les murs, par la société, par les contraintes, par les conventions sociales, etc. Mais en même temps, ce décor, on le concevait aussi, donc non seulement comme une métaphore de la manière dont la nature est contrainte, mais comme aussi sa boîte mentale à lui, comme si on était dans sa tête à lui. Alors je saute à nouveau. Voilà, et quand il entrait et qu'il chantait son air sur la nature, tout d'un coup, progressivement, la vidéo est moche parce que les couleurs rendent pas bien, mais on avait une grande projection de nature sur tout l'espace. Donc finalement, l'extérieur envahissait tout, ces murs disparaissaient quasiment. Et l'extérieur, qui est la nature, envahissait toute la scène. Sauf que cet extérieur, c'était son intérieur, c'est-à-dire c'était finalement sa vision à lui de la nature. Donc c'était une manière de faire de ce décor une espèce de boîte mentale, comme si c'était son paysage à lui, paysage intérieur. On avait aussi, on projetait aussi la nuque de la femme dont il était amoureux, etc. Donc voilà, c'était comme un intérieur extrême, en fait, qui sous des dehors d'extérieur. Et puis voilà, ça c'était la scène de sa mort, où pour le coup, tout ce qui était réel n'était plus qu'en 2 dimensions, en fait. Comme ça, en contour. Alors, la nature sur scène, n'est évidemment pas, c'est pas qu'une thématique romantique, c'est aussi une thématique plus générale, qui peut être aussi, la nature peut être aussi un symbole sur scène, et en particulier dans les contes de fées. Tu sais de quoi je vais parler. La forêt, évidemment, dans les contes de fées, a une valeur symbolique. Et je vous ai montré tout à l'heure ce décor, qui était le décor de Hansel et Gretel, qu'on a fait à l'Opéra Garnier, celui que je vous ai montré tout au début, où il y avait plusieurs pièces comme ça. Et on a des petits-enfants dans une chambre d'enfants qui jouent. Bon, Hansel et Gretel, je pense que tout le monde connaît, ils vont jouer dans la forêt, ils se perdent, ils rencontrent la sorcière, etc. En fait, ils commençaient par dessiner dans leur chambre, et puis il y avait tout d'un coup de la pelouse dans leur chambre. Vous voyez, ça, c'est la vraie chambre, en fait.
Et ça, c'est la chambre qu'ils imaginent dans leur tête, comme les enfants qui jouent et qui tout d'un coup sont dans un monde. Et puis petit à petit, voilà, on le voit de près. Petit à petit, il y a des arbres qui poussaient dans la chambre. Voilà, qui était ce qui est un peu effrayant. Et ça correspondait au moment dans l'opéra où les enfants se perdent dans la forêt. Donc là, en fait, ils quittaient pas leur chambre, mais ils se perdaient dans la forêt, un peu comme dans leurs rêves ou dans leurs cauchemars, comme des enfants qui ont peur. Voilà. Donc on avait et au milieu, tout d'un coup, apparaissait une forêt, une espèce de forêt un peu abstraite aussi. Une forêt comme l'endroit qui fait peur, une forêt comme la matérialisation de la peur, en fait. Voilà, donc j'ai fait un petit tour d'horizon pour vous montrer comme la scène, c'est vraiment le lieu par excellence où on brouille les frontières entre l'extérieur et l'intérieur. On a vu, c'est difficile de définir même ce que c'est qu'un intérieur ou un extérieur sur une scène. Est-ce que c'est la salle? Est-ce que c'est la scène? Est-ce que c'est où s'arrête le décor? Enfin, dès qu'on essaie de penser à l'idée d'extérieur sur scène, on est en fait assez confus. On a vu que représenter l'extérieur, la nature sur l'intérieur qu'est une scène, c'est aussi une problématique intéressante, avec non seulement la nature, mais aussi le hors-scène, etc. Mais surtout, et c'est ce que je trouve le plus intéressant, qu'est-ce que signifie l'extérieur qui est représenté? Est-ce qu'on ne parle pas toujours de l'intérieur des personnages, finalement? On aurait pu parler du costume, effectivement, comme a dit Vincent. Le costume, c'est quelque chose qu'on porte à l'extérieur de soi. Mais un costume sur une scène, c'est pas simplement pour faire joli. Un costume sur une scène, c'est aussi pour raconter quelque chose sur un personnage. On n'a pas d'autre moyen sur scène pour expliquer qui sont les personnages que les faire jouer, les faire parler, les faire chanter et les habiller, ce qui donne énormément d'informations sur qui ils sont. Donc lui aussi, le costume explique une intériorité du personnage. Mais, et je vais peut-être juste finir là-dessus, on parle aussi de notre intériorité à nous. Nous, je veux dire l'équipe de mise en scène, la metteuse en scène, la scénographe. Parce que intérieur ou extérieur, il s'agit surtout d'un monde imaginaire, de notre imaginaire à nous, de notre intérieur à nous. Et ce qu'on fait quand on fait de la mise en scène, c'est qu'on exprime, on communique à un public ce qu'on a à l'intérieur de la tête. Et communiquer, ça veut dire faire passer de l'intérieur à l'extérieur. Et je voulais juste vous montrer comme ça un peu des photos au hasard où vraiment, voilà, ça, c'est un intérieur, c'est un extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on ne peut plus dire ce que c'est. C'est simplement un monde de pure fantaisie. Je vais vous montrer des photos qui étaient complètement de décors plus abstraits où on ne peut pas dire... Voilà, qu'est-ce qui est intérieur, extérieur, parce qu'il s'agit surtout de la visualisation d'un monde, de notre monde intérieur à nous. Et parfois, voilà, c'est une photo que j'aime bien, c'est une vraie mise à nu aussi, de montrer son intérieur à soi sur une scène, devant des gens, même quand on n'est pas la personne qui est sur scène, quand on est la personne qui a conçu la chose, on se sent aussi très mise à nu. Et finalement, on laisse le spectateur, là, repartir à l'extérieur, avec ces images de nous, de notre intériorité, et on les renvoie dans le monde extérieur, à l'extérieur du théâtre. Ce que j'ai fait avec un personnage dans le Don Quichotte de Massenet, Dulcinée, qui quittait la scène, vous voyez, comme le monsieur qui était planqué dans le décor tout au début. Et ben, elle faisait le chemin inverse, en fait. Elle quittait la scène, elle quittait la deuxième scène ici, le deuxième public. Elle passait dans le public et puis elle partait. Et elle finissait, voilà, par sortir de la salle pour aller dans la vraie vie. En fait, la vraie vie, c'est ça l'extérieur.